Bonjour tout le monde. Nous voilà en 1952. Et pour faire revenir le public qui reste plus facilement devant sa télé, tiens, on n'a pas du tout la même problématique actuellement. Eh bien, on invente un système relief. En gros, on propose deux systèmes. Deux caméras couplées avec une distance égale à nos deux yeux au niveau des objectifs et ensuite diffusées dans la salle au travers de deux projecteurs. Le deuxième système, c'est positionner en post-production les deux images issues des deux caméras différentes sur le même film, donc dans un système monobande. Les deux images sont placées côte à côte ou l'une sur l'autre cette fois, pour être projetées ensuite grâce à un système de prisme ou de miroir pour faire une seule et même image sur l'écran. Le premier film en relief qui a été diffusé à Hollywood, c'était Bwana le Diable. Cette année-là, c'est aussi la première projection publique du film en cinérama. Cinérama qui est une contraction de cinéma et panorama. En gros, pour vulgariser, c'est un peu l'ancêtre de l'IMAX aujourd'hui. C'était en fait 3 écrans mis côte à côte pour élargir l'écran. C'est aussi l'année d'un grand scandale pour un calendrier nu de Marilyn Monroe. Pour les naissances, cette année, nous avons Robert Zemeckis, Steven Seagal, Liam Neeson, John Goodman, Patrick Swayze, Mickey Rourke, Jeff Goldblum. On passe chez les Français et on continue chez les hommes. Michel Blanc, François Berléand, Christian Clavier, Thierry Lhermitte et en Italie, Roberto Benigni. Il n'y a effectivement aucune femme cette année dans les naissances, du moins aucune femme qui m'a retenu mon attention. Mettez en commentaire si vous avez des femmes qui sont nées cette année-là et qui vous viennent plus spontanément que moi. Moi, j'ai pas trouvé, malheureusement. Il y a un décès important, d'après moi, c'est William Fox. Donc, comme son nom l'indique, je vous laisse un peu deviner qui est cet homme. Il est mort à 73 ans, il est donc né en 1879 et dès l'âge de 21 ans, en 1900, il a créé plein de sociétés différentes. En 1915, il en fusionne 2 pour fonder la Fox Film Corporation, qui deviendra la 20th Century Fox, et il devient l'administrateur donc d'une chaîne de plus de 1200 salles et produit environ 50 films par année. Il est à l'origine de l'introduction de l'orgue dans les salles de cinéma et c'est un des premiers à équiper les salles d'un système de sonorisation. Plus tard, il tente de racheter la MGM en laissant Mayer dans le secret et heureusement ce dernier s'en rend compte à temps. Fox est expulsé de son entreprise après une enquête fédérale antitrust. S'ensuit le crash de 1929, ensuite il fait faillite, il soudoie un juge pendant la liquidation de ses avoirs, fait de la prison à un accident de voiture, bref, il finit en paria à Hollywood, la totale. Finalement, aucun représentant de l'industrie cinématographique ne serait venu faire ses éloges à ses funérailles. De retour au Rex à Vevey, ou plutôt à l'exploitation des salles de mon grand-père, qui reprend le cinéma de Nyon, le Capitole, cette année-là, et ouvre le cinéma de Chèvres. Les Oscars pour cette année. Un film de guerre, Le Traître, un drame romantique, Une place au soleil avec Elizabeth Taylor et Montgomery Clift, un peplum, Quo Vadis, donc pour le nom, un peplum, c'est un genre cinématographique de fiction historique dont l'action se déroule dans l'Antiquité. J'ai appris quelque chose. Un mélodrame, Un tramway nommé Désir, d'après la pièce de Tennessee Williams, avec Marlon Brando et Vivian Leigh, qui gagne l'Oscar de la meilleure actrice. J'ai d'ailleurs adoré ce film, et je vous le conseille vivement. Et pour le dernier, une comédie musicale, Un Américain à Paris, qui a reçu 6 Oscars. Pour comprendre la création du film Un Américain à Paris, j'aimerais d'abord vous parler un petit peu de la MGM. Il faut savoir que la MGM a dominé le genre comédie musicale pendant près de 20 ans, de 1930 à la fin des années 50. Non seulement grâce à des artistes qu'ils ont pris sous contrat comme Fred Astaire, Gene Kelly, Stanley Donen, Sid Charisse ou encore Leslie Caron. Et tout cela grâce à un homme, Arthur Freed, qui était producteur, compositeur et parolier, nommé à la tête du département de production des comédies musicales. Il a soutenu 14 films de Vincente Minnelli, dont Le Pirate en 1948, Brigadoon en 1954, Un Américain à Paris et Gigi en 1958. Un Américain à Paris était d'ailleurs son idée. Il souhaitait faire un film autour du titre de ce poème symphonique composé par George Gershwin et finit le film par le ballet entier.
Quant au réalisateur, Vincente Minnelli, ayant été dessinateur et décorateur, il rend hommage aux peintres français au travers des décors du film. Dufy, Renoir, Utrillo, Rousseau, Van Gogh et encore Toulouse-Lautrec. Gene Kelly, qui a le rôle principal, et le directeur musical Saul Chaplin choisissent dans le répertoire de George Gershwin des chansons plus ou moins connues et Gene Kelly en chorégraphie l'ensemble. Le tournage dure 8 mois et le final, donc le ballet, dure plus d'1 mois à lui tout seul. La scène dure 18 minutes et ne comporte ni paroles ni chansons. C'est d'ailleurs une des scènes de danse ininterrompues les plus longues de toute l'histoire d'Hollywood. Malgré ce que le titre pourrait nous faire croire, le film n'a pas du tout été tourné à Paris, mais bien dans les studios de la MGM. Il y aurait eu, d'après les producteurs, des difficultés à obtenir des droits pour tourner des prises de vue en France. Seuls les 2 premiers plans ont été tournés à Paris. Gene Kelly et Vincente Minnelli ont tourné sur de nombreux longs métrages ensemble, dont le film collectif Ziegfeld Follies. Et oui, il y a bien une suite au Grand Ziegfeld d'Oscar de 1937. Un des acteurs principaux du film, George Guettari, est un chanteur d'opérette et un acteur célèbre en France quand il est engagé dans Un Américain à Paris. À la suite de sa prestation dans le film, il est d'ailleurs sacré meilleur chanteur d'opérette à Broadway en 1951. Cyd Charisse, qui devait tenir le rôle de Lise Bouvier, est tombée enceinte et c'est grâce à Chantons sous la pluie en 1952 qu'elle finit par devenir une star internationale. C'est donc Leslie Caron qui obtient le rôle. Elle est découverte par Gene Kelly qui assiste à un ballet où elle danse. Elle devient une star dès son premier rôle à 20 ans grâce à ce film et elle tournera 2 autres films avec Vincente Minnelli, Histoire de 3 amours en 1953 et Gigi, l'un de ses plus gros succès en 1958. Je vais donc aller voir le film de ce pas et vous dire ce que j'en pense. À tout de suite. Alors cette fois, c'est vraiment une comédie musicale. J'ai envie de dire que c'est même un ballet musical, parce que la scène de fin, effectivement, de 18 minutes a aucune parole et aucune chanson, ce qui est assez incroyable. Les danseurs sont absolument incroyables, d'ailleurs, c'est très beau à voir. Mais le film est lui-même très vide de dialogue, et à part des ballets et de la musique, et très peu de chansons, j'avoue que je suis restée un petit peu sur ma faim. C'est appréciable, Gene Kelly danse incroyablement bien, c'est rempli de stéréotypes sur Paris. Alors quand on a vécu à Paris, c'est assez drôle de voir à quel point on imagine qu'un Américain, peintre ou musicien ou danseur ou chanteur a beaucoup de charisme et du coup aura une vie énormément romantique et découvrira plein de femmes, enfin bref, c'est assez cliché, faut aimer. Les décors sont pas époustouflants, on va dire, on voit que c'est en carton et puis qu'ils n'ont pas eu beaucoup de moyens de ce côté-là. Par contre, ils ont eu les moyens pour les danseurs qui, eux, sont magnifiques et dansent superbement bien. Les 2 scènes de Paris, on voit effectivement la différence entre les 2 grands plans du début et puis tout le reste. L'histoire est très simple et très courte, donc je pense que le film aurait pu durer 20 minutes sans les danses. Prochain film, Sous le plus grand chapiteau du monde, de Cecil B. DeMille. Le film parle du monde du cirque, d'un monde que j'aime particulièrement, donc je me réjouis de le voir. À très vite.